Retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, pas de Game Time, les rendez-vous de l'histoire NBA, mais j'ai choisi de vous présenter un top 50 des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire NBA. Alors pourquoi les joueurs sous-estimés? Tout simplement parce que j'ai toujours adoré ces joueurs qui passent un peu à travers les mailles du filet, moins reconnus par le grand public ou dans les classements. On a l'habitude de voir des classements ESPN, des meilleurs pivots, des meilleurs meneurs, etc. Et il y a des gars qui ont fait le taf et qui sont un petit peu passés à côté d'une certaine notoriété. Alors vous verrez que dans ce top 50, il y a quand même de sacrées légendes, des gars qui restent dans la mémoire collective, mais voilà, il y en a d'autres, vous verrez, quand j'annoncerai le nombre de points qu'ils ont produits en NBA ou le nombre de rebonds, on se dit ouais, effectivement, ces gars-là auraient mérité meilleure reconnaissance par le grand public. Alors on y va de suite à la 50e place. Je vous ai choisi Kevin Willis, intérieur très costaud, reconnu comme joueur des Atlanta Hawks tout simplement parce que il a passé ses 9 premières saisons chez les Hawks. Drafté dans cette draft légendaire de 1984, la même qu'Hakeem Olajuwon ou encore Michael Jordan. Voilà, il avait été choisi à la 11e place par les Hawks. Il venait de Michigan State University. Un joueur de 2,13 m, extrêmement costaud. Alors si on devait le comparer en NBA actuel, ça serait une sorte de Dwight Howard, mais avec un niveau de professionnalisme beaucoup plus poussé que notre ami Dwight. C'est un joueur qui a passé énormément de saisons dans la ligue, puisqu'il a passé 21 saisons. Alors son prime, il l'a connu avec les Atlanta Hawks. D'ailleurs il sera All-Star une fois, et surtout tout son début de carrière il l'a fait avec un partenaire assez exceptionnel, puisqu'il s'agissait de Dominique Wilkins. Je vais vous donner ses stats en carrière. C'est 12,1 points et 8,4 rebonds. Et puis j'ai compilé pour tous les joueurs que je vais citer les stats à leur prime, ce qu'ils ont fait de mieux en points, en rebonds, en passes pour d'autres, en contre, etc. Et là, je peux vous dire que Kevin Willis, c'était quand même du lourd, puisqu'il a compilé 19,1 points et 15,5 rebonds. Donc quand je dis que c'est un gros spécialiste du rebond, je me trompe pas, plus de 15 rebonds et demi par match, ça pèse. Dans sa très longue carrière, il aura produit plus de 17 000 points et 11 000 rebonds. Alors il a joué aux Hawks, à Miami, à Toronto, chez les Spurs en fin de carrière. Il est revenu à Atlanta. Il a été également chez les Mavs. Voilà, donc très longue carrière de Kevin Willis. C'est un gars qui a toujours fait le taf, qui a été un professionnel jusqu'au bout des ongles. Et voilà, je lui rends hommage parce que dans cette fin des années 80, début des années 90, et même toute la décennie 90, il est passé un petit peu à côté d'une certaine notoriété. Il y avait des gars qui étaient quand même qui produisait plus de hype que Kevin Willis, mais il faisait le taf. Et puis ce gars-là, il se tapait tous les soirs, il jouait en conférence Est, et tous les soirs, il se tapait des Oakley, des Mason, des Dennis Rodman, des O Morning, etc. Et il faisait le taf, il prenait ses 12-15 rebonds, il mettait sa petite dizaine de points, 10-15 points. Voilà, vraiment un super joueur qui aimait, alors qui jouait vraiment in the paint, qui aimait beaucoup le contact. Voilà, un joueur ultra sympa, ultra professionnel, et qui a tout au long de sa carrière formé comme ça des intérieurs, parce que voilà, au milieu des années 90, il commençait un petit peu à produire moins de stats, jouer sur 15-20 minutes, mais il a toujours été un très grand professionnel, et il ira chercher un titre avec les Spurs en fin de carrière. Voilà pour Kevin Willis, ailier fort, ultra intéressant, et qui jouait beaucoup des coudes. On passe au numéro 49, et là j'ai choisi l'Allemand Detlef Schrempf, joueur ailier de 2,6 m. Il a passé 16 saisons dans la ligue, il a été 3 fois All-Star, 2 fois meilleur 6e homme. Donc il a beaucoup évolué au poste de 6e homme, parce que c'est un joueur qui était capable de faire un peu de tout. Alors on l'a souvent comparé à un espèce de Larry Bird du pauvre. Alors c'est pas super sympa, mais c'est comme ça. Mais voilà, il avait
la capacité d'aller chercher des rebonds, donner quelques passes, shooter à 3 points, moins que Larry Bird, mais ça restait quand même un joueur assez adroit à 3 points. Il a été drafté en numéro 8 de la draft 85 par les Mavericks, donc il a commencé sa carrière chez les Mavericks, mais son prime, il est plutôt du côté de Seattle, qu'il rejoindra un peu plus tard, et également à Indiana où il commençait vraiment à être très très solide. À savoir, ça a été le premier All-Star européen. Alors, il a été formé aux États-Unis à l'université de Washington. Mais voilà, premier joueur européen, et à l'époque, quand il avait été sélectionné, moi j'y en voulais un peu. Alors lui, lui il y est pour rien, voilà. Mais à cette époque-là, on parlait vraiment beaucoup de Drazen Petrovic comme un All-Star en puissance, et cette espèce de fenêtre qu'a eu Drazen Petrovic a été refermée. Les Américains ont choisi de mettre All-Star Detlef Schrempf. Bon, et du coup, bah, on connaît la suite de Petrovic, il n'aura pas la possibilité de faire un All-Star Game. Mais n'empêche que Detlef Schrempf, c'était archi mérité. Je rappelle, en carrière, ses stats, c'est 13,9 points, 6,2 rebonds, 3,4 passes, 46% à 2 points, plus de 37% à 3 points. Joueur qui est capable de créer son shoot, dos au panier, beaucoup de jeux mid-range, très solide partout, ultra technique proche du panier, et capable surtout de bien ressortir. Et s'il a été 6e homme, c'est pas un hasard. Il couvrait le poste 3-4, et surtout il se mettait très très vite en jeu, je dirais, il rentrait, bim bam boum, il mettait très rapidement 6 à 8 points pour bien lancer la seconde unit. Et très très bon joueur, Detlef Schrempf, un joueur qui jouait dur quand même, qui était très très dur, mais technique à la fois. Donc c'était vraiment un super joueur, Detlef Schrempf. Je sais pas si je l'ai dit, il était 3 fois All-Star, si j'ai dû le dire, en 93, 95 et 97, l'allemand Detlef Schrempf. On passe au numéro 48, et j'ai choisi de vous y mettre Glen Rice. Alors Glen Rice, joueur un peu plus de 2 mètres, qui a joué entre 90 et 2004. Il est arrivé en NBA avec une énorme hype. Il avait été MOP, meilleur joueur universitaire du Final Four avec Michigan. C'est un joueur qui est identifié à son prime, on va dire. Ça a été plutôt ses premières années à Miami et à Charlotte, mais il a été chercher un titre avec les Lakers en 2000, et voilà, j'étais très content pour Glen Rice. C'est un joueur vraiment que j'adorais. Si on devait le comparer, c'est une espèce de Klay Thompson, mais en tout cas je trouvais beaucoup plus spectaculaire. Un des rares purs shooters à 3 points que je trouvais très 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 spectaculaire, parce qu'il avait des appuis de folie, était très flashy, alors capable d'aller aussi péter des dunks, de rentrer, sorte de faux lance, slow motion un peu. Mais au final, il allait quand même fort vers le cercle. Et après, c'est clairement un très très gros shooter à 3 points. Il n'avait pas de préférence à droite, à gauche, dans tous les sens. Glen Rice, ça mettait du shoot à 3 points. Il a joué 1000 matchs en carrière pour un peu plus de 18 000 points. Donc énorme shooter, Glen Rice. Si vous connaissez pas, c'est un joueur qui a également été MVP du All-Star Game en 1997, et qui avait participé aussi au concours de shoot à 3 points. Je me demande même s'il n'en a pas gagné un. Mais voilà, un pur shooter, pour moi un des meilleurs. Enfin, il fait partie de cette caste de shooters prolifiques, et très très beau à avoir joué, Glen Rice, joueur exceptionnel. On passe au numéro 47, et là j'ai choisi Gail Goodrich. Alors dans l'absolu, j'aurais pu le mettre beaucoup plus haut dans mon classement, mais on est sur un joueur qui a évolué aussi à la fin des années 60, et dans les années 70 également, et je l'ai pas mis plus haut parce qu'il a évolué quand même avec des joueurs vraiment exceptionnels. Alors, et puis parce qu'il a quand même été reconnu à ce titre-là. Il a été Hall of Famer, 5 fois All-Star. Donc voilà, je l'ai pas mis plus haut, mais sur le principe et par rapport à son niveau de jeu, Gail Goodrich, c'est très très haut, parce que je vais donner ses stats en carrière. C'est plus de 18 points,
3,2 rebonds et presque 5 passes décisives, le tout à plus de 45% au shoot. Mais si je vous donne les stats à son prime, c'est très très haut, 25,9 points, 7,5 passes, 5,4 rebonds, plus d'une interception et demi. Énorme joueur. Alors sa carrière, elle commence chez les Lakers. Déjà, je vais vous dire, c'est un combo guard. Donc il jouait meneur et deuxième arrière, puisque ça jouait avec Jerry West. Les deux pouvaient jouer poste 1, poste 2. Donc voilà, il était un petit peu à la création et à la finition également. Donc il a commencé sa carrière chez les Lakers. Pas exceptionnel, un début de carrière pas dégueu mais assez gentillet, et il est tradé chez les Phoenix Suns, et là il explose réellement, il envoie des grosses stats, et du coup les Lakers le récupèrent 2 années après, donc il a passé 2 ans chez les Suns, et il fait partie de cette équipe exceptionnelle des Lakers 71-72 qui ont été chercher un record de victoires, 69 victoires, 13 défaites, et qui est resté comme ça très longtemps, puisque jusqu'en 96 et les 72 victoires des Bulls, ce record durera. Donc membre des Lakers 71-72 avec Will Chamberlain, Elgin Baylor et Jerry West. Donc énorme équipe, donc il a aussi été servi par ces gars-là. Et lui aussi a forcément servi du Jerry West, Will Chamberlain, etc. Donc dans son style de jeu, c'est un scoreur, shooter, vraiment finisseur, pas trop shooter de loin, plutôt un joueur qui rentrait quand même assez souvent dans la raquette, qui était très technique, avec beaucoup de feintes, donc super intéressant à voir jouer. Après, c'est la fin des années 60, le début des années 70, on est dans un style bien différent de ce qu'on connaît à l'heure actuelle, c'est pour ça que c'est assez difficile de le comparer à des joueurs actuels, mais en termes de technique, Gail Godry, c'est du très haut niveau, et il a marqué quand même plus de 19 000 points en carrière, et pratiquement, pas autant, mais pratiquement 5 000 passes décisives. Donc gros joueur, Gail Godrich, un Hall of Famer, donc il est quand même assez reconnu, c'est pour ça que je l'ai mis en 47e position. On passe au numéro 46, et là c'est Purvis Short. Alors lui, totalement inconnu. Sa carrière, il la passe entre 1979 et 1990. C'est le 5e choix de draft 1978. Donc c'est quand même un 5e choix de draft. Et il est totalement inconnu. Donc joueur de 2 mètres qui était capable de jouer, alors c'est plutôt un ailier, mais était capable de jouer aussi poste 2, poste 4, parce qu'il était assez costaud, assez épais. Il est très puissant. Ses stats en carrière, c'est 17,3 points, 4,3 rebonds et 2 passes et demi. Stats en carrière. Et alors les stats à son prime, c'est 28 points qu'il a fait en 1985, 5,5 rebonds, 3,7 passes et un contre et demi. Donc joueur qui a produit quand même de grosses stats. Je crois qu'il est il est encore le 8e meilleur scoreur de l'histoire des Warriors. Je crois qu'il est même encore devant Klay Thompson. Donc il a énormément produit en termes de points, et au final personne ne connaît Purvis Short. Il est jamais cité comme un allié qui a compté. Il a quand même tapé 14 000 points en carrière, et c'est un gars vraiment oublié de l'histoire. Il a passé quand même 3 saisons à être dans le top 10 des meilleurs marqueurs. Donc c'était un gros scoreur mid-range, capable d'aller péter des dunks. Dans son style, je dirais que, alors c'est un petit peu compliqué, mais entre Carmelo Anthony, avec quand même une certaine vélocité, plus véloce que Carmelo Anthony, un peu plus petit aussi quand même, mais voilà, beaucoup de shoots à mi-distance, et très proche du cercle. Il allait finir dans le cercle, d'ailleurs on l'appelait The Rainbow Jumper, donc voilà, il en mettait de partout des tirs à 2 points, par contre pas un gros shooter à 3 points, mais voilà, Purvis Short, il a quand même mis 28 points de moyenne sur une saison NBA, et il est totalement inconnu. Quand vous sortez Purvis Short à des amateurs de NBA, ils connaissent pas, pourtant c'est pas les années 50 de la NBA, c'est quand même au milieu des années 80. Après, il a évolué dans une équipe, donc essentiellement chez les Warriors, et dans une équipe des Warriors qui était vraiment pas terrible, et avant l'avènement des Tim Hardaway, Chris Mullin et Mitch Richmond. Donc voilà, il est passé à côté des radars, Purvis Short.
Numéro 45, alors attention, légende quand même, il s'agit de Bob McAdoo, 2,6 m, il venait de North Carolina, jouait plutôt power forward ou pivot. Je l'ai mis numéro 45 parce qu'il est quand même assez reconnu comme une vraie légende. Il a été Hall of Famer, 2 fois champion en fin de carrière avec les Lakers, 5 fois All-Star, 2 fois All-NBA, Rookie de l'année, donc il est quand même très reconnu. Mais je vais vous donner ses stats donc en carrière: 22 points par match, 9,4 rebonds, un peu plus de 2 passes décisives. Et alors les stats à son prime, c'est 34,5 points, 15 rebonds, 4 passes et 3,3 blocs. Donc joueur vraiment énorme. Alors ses meilleures années, il les a passées aux Braves et aux Knicks, mais il est un petit peu identifié comme joueur des Lakers parce qu'il a été chercher des titres en fin de carrière et dans un rôle qui était plus du tout de franchise player parce que Magic Johnson, parce que Karim Abdul-Jabbar, mais il avait quand même son rôle. De mémoire, il a dû tourner à 13-15 points avec les Lakers. Si je devais le comparer un joueur actuel, ça serait plutôt Kevin Durant, parce que c'était un joueur explosif avec une vitesse de pied assez hallucinante comme Kevin Durant. Alors il jouait plus intérieur que KD, mais ça shootait quand même de partout. Alors, il n'y avait pas la ligne à 3 points, donc voilà, mais il shootait quand même de très loin. Il prenait des shoots à 5-6 mètres très régulièrement et ça rentrait dedans. Un énorme scoreur ultra prolifique, plus de 18 000 points en carrière, plus de 8 000 rebonds, 1000 blocs, joueur quand même de légende. Et vraiment très explosif, très beau à voir, une technique parfaite, très fluide, magnifique Bob McAdoo, et je l'ai mis quand même dans ce classement, même s'il est Hall of Famer, etc. Voilà, il n'est pas tout le temps cité, Bob McAdoo, dans les top players. On l'oublie un peu, on l'oublie parce que ça commence à faire longtemps. Il a arrêté sa carrière en 86, mais énorme joueur vraiment légendaire. On passe au numéro 44 et j'ai choisi d'y mettre Tom Chambers, ailier fort de 2,8 m, université d'Utah, drafté à la 8e place de la draft 81 par les San Diego Clippers, joueur blanc assez costaud, 4 fois All-Star, MVP du All-Star Game 87. Il a eu 2 sélections All-NBA Second Team à la fin des années 80. Alors il a joué aux San Diego Clippers, à Seattle, à Phoenix, à Utah. Il est identifié quand même, ses stats les plus prolifiques, il les a produites à Seattle. Il produisait des bonnes stats également à Phoenix dans un gros collectif des Suns. Voilà, ses stats en carrière: plus de 18 points, plus de 6 rebonds, 2 passes décisives, 47% à 2 points, 30% à 3 points. Pas gros shooter à 3 points, mais régulièrement il en mettait, surtout en fin de carrière. Et les stats à son prime, ça tape quand même: plus de 27 points, 8,4 rebonds, 3 passes décisives, 2 interceptions, et on compile ses stats, attention ça fait peur: 20 000 points en carrière, plus de 6 500 rebonds et 2300 passes décisives approximativement. Donc c'est un joueur plutôt gros shooter mid-range, mais alors avec une explosivité et une détente de fou furieux. D'ailleurs, si je devais le comparer, je le comparais un petit peu à Blake Griffin, voilà, avec des dunks assez impressionnants. D'ailleurs, si vous tapez Tom Chambers dunk, vous allez voir un des plus gros dunks de l'histoire NBA, où il passe quasiment au-dessus de Mark Jackson. Un dunk vraiment inoubliable, grosse attaque du cercle, et puis il était quand même assez complet, il était capable de faire des passes aussi, trouver des décalages. Super joueur, Tom Chambers, et je l'ai mis dans ce classement là parce que je pense que s'il avait évolué dans un gros marché type Los Angeles, New York, Chicago, je pense qu'il aurait été une vraie superstar, parce qu'il était ultra flashy. Tom Chambers, tous les matchs il allait péter un dunk de folie. Donc voilà, Tom Chambers, c'est mon 4e choix des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire. On va passer au choix numéro 43, si je dis pas de bêtises. Je prends mes fiches et j'y ai mis World B. Free. World B. Free, joueur d'un peu moins d'1,90 m, combo guard,
plutôt deuxième arrière, mais capable de jouer meneur aussi, mais plutôt quand même deuxième arrière dans sa carrière. Il a fait énormément d'équipes. Il a joué à Philadelphie, à San Diego, aux Warriors, à Cleveland, aux Sixers, à Houston, tout ça en 13 ans de carrière. Voilà, plutôt identifié comme joueur des Cavaliers. C'est là où il a fait ses meilleures saisons. Ses stats en carrière, c'est 20 points par match, 2,7 rebonds, 3,7 passes décisives et une interception. Et à son prime, ça va chercher très haut puisqu'il a tapé une saison à 30,1 points. Ensuite 3,9 rebonds, 5,6 passes. Voilà, c'était un joueur qui était sous les radars à sa sortie universitaire. Il a été sélectionné très loin dans la draft 75 puisqu'il est choisi 23e choix du deuxième tour de la draft. Et c'est un joueur comme ça qui a passé très rapidement les paliers. Si je devais le comparer, je le compare à Tony Parker. Alors, parce que il se rapprochait vraiment du panier, il jouait in the paint, des spin moves, des flotteurs, voilà, un style assez comparable à Tony Parker, en beaucoup plus fantasque, et c'est pour ça qu'il a quand même marqué les esprits, même si je le mets dans ce classement des joueurs sous-estimés, il a marqué les esprits, et beaucoup de joueurs du début des années 90 citaient World Be Free comme un exemple, parce que il était très fantasque, et voilà, il faisait des choses qu'on voyait pas chez tous les joueurs de cette époque-là. Donc très gros scoreur, je l'ai dit. Voilà, à savoir que quand il était chez les Sixers, il a été échangé. Il a été échangé pour un premier tour de draft et plus tard, c'est Charles Barkley qui viendra gonfler les rangs des Sixers. Et donc si on a eu Barkley chez les Sixers, eh bien c'est grâce au trade de World Be Free, joueur sous-estimé et jamais très rarement cité chez les deuxièmes arrières. Et pourtant ce gars-là, il a planté plus de 30 points en NBA dans les années 80. Voilà, on passe au numéro 42 et j'ai choisi Bob Lanier. Gros pivot, 2,11 m, premier choix des Pistons en 1970. Donc il a fait que 2 équipes dans sa carrière, Détroit essentiellement, et puis quelques années chez les Bucks. Alors, il a été 8 fois All-Star, c'est un Hall of Famer, c'est pour ça que je le mets pas plus haut non plus. All-Star, MVP du All-Star Game en 74, c'est le prototype du pivot de la fin des années 70, dominant. Vraiment franchise player des Pistons avant l'avènement des Isaiah Thomas, etc. Ses stats en carrière, c'est 20 points, 10 rebonds, plus de 3 passes. Et les stats à son prime, c'est 25,7 points, 14,9 rebonds, 4,6 passes décisives, donc ça c'est assez énorme pour un pivot, et près de 3 contres. Si je devais le comparer, pas vraiment de pivot qui ressemble actuellement à Bob Lanier, mais je dirais, allez, le corps de Greg Monroe avec un QI basket beaucoup plus développé, beaucoup plus de technique, beaucoup plus marqueur, enfin beaucoup plus tout que Greg Monroe, mais voilà, dans le physique ça ressemblait un peu à Greg Monroe, et c'est un joueur ultra technique. Bon, il prenait pas des shots de trop loin, ça tournait autour de 2-3 mètres in the paint. Voilà. Par contre, bras roulés, à tous les coups ça rentre avec Bob Lanier. Donc voilà, beaucoup de technique, des feintes aussi, main droite, main gauche. C'est vraiment nickel Bob Lanier. Là aussi, c'est un Hall of Famer, mais assez peu cité chez les pivots. On cite toujours les mêmes: Will Chamberlain, Kareem Abdul-Jabbar, Olajuwon. Alors il est un tout petit peu en dessous de ces joueurs-là, mais pas très loin. Quand on tape plus de 25 points, 14 rebonds par match, ça commence à taper. Alors après, il n'était pas dans une équipe des Pistons qui ont dominé la NBA, c'est pour ça peut-être qu'on le cite un peu moins, mais c'était un gros joueur, Bob Lanier, gros pivot des Pistons. Et puis le dernier, numéro 41, pour l'instant je continuerai mon top un tout petit peu plus tard. On va s'arrêter à la 41e place avec Chris Mullin, shooter blanc à 1m98, deuxième arrière, plutôt ailier quand même. 7e choix de la draft 1985, choisi par les Warriors. Il a fait l'essentiel de sa carrière chez les Warriors. Il a été faire une petite pige chez les Pacers pendant 3 saisons pour quand même aller jouer une finale.
la perdre contre les Lakers en 2000, mais voilà, il est vraiment identifié joueur des Warriors. Ses stats en carrière, c'est 18 points, plus de 4 rebonds, 3,5 passes, 50% au shoot et 38% à 3 points. Ses stats à son prime, c'est 26,5 points, 5,9 rebonds, plus de 5 passes décisives et plus de 2 interceptions. Alors dans la comparaison, je le comparais plutôt à Ray Allen dans le côté catch and shoot. Après, clairement, il n'avait pas les qualités physiques de Ray Allen, surtout en début de carrière, parce que Ray Allen, il allait péter des dunks de folie. Chris Mullin, c'est tout le contraire. Chris Mullin, c'est 3 cm de détente. Il n'a jamais dominé physiquement la NBA, ça c'est clair, c'était impossible. Donc il a joué toute sa carrière sur sa technique. Joueur vraiment prolifique. Un QI basket très élevé, et quand on passe un petit peu à Chris Mullin, on voit ce joueur unidimensionnel, strict shooter à 3 points, etc. Mais quand on regarde les stats et quand on regarde un petit peu les matchs dans la carrière de Chris Mullin, il savait faire quand même autre chose. Il était capable de faire des décalages, de passer la balle, d'aller grappiller 4-5 rebonds par match. C'est super propre pour Chris Mullin. Voilà, ça n'est pas qu'un shooter, et c'est pour ça que je l'ai mis à la 41e place, parce qu'il a quand même été reconnu clairement. Il n'est pas forcément super sous-estimé. Il a été quand même membre de la Dream Team, donc ça déjà, ça classe quand on a été dans la Dream Team originelle avec Magic, Jordan, Bird, etc. Donc reconnu à sa juste valeur, mais voilà, je trouve qu'il est sous-estimé parce qu'on dit Chris Mullin, le shooter des années 80-90, mais ça n'était pas qu'un shooter, il était capable d'écarter le jeu, il était très intelligent parce que voilà, si il avait joué que sur son shoot, au final on l'aurait oublié, sûrement pas sélectionné dans la Dream Team. Il était vraiment capable de faire autre chose. Et puis pour la petite histoire, c'est un joueur qui a combattu contre l'alcoolisme. Voilà, il s'en est sorti à force de travail, d'abnégation, et réussir à péter des moyennes au-dessus de 25 points tout en n'ayant aucun physique, et dans les années 80-90 où ça jouait vraiment très dur tous les soirs, le gars il se tapait du Jordan, du Pippen, ça défendait super dur, et malgré tout il collait ses 25 points par match, c'était super propre avec un super pourcentage. Donc Chris Mullin, je le mets dans mon classement des joueurs les plus sous-estimés de l'histoire. Voilà, on continuera ce classement semaine après semaine. J'espère que je vous ai donné envie de découvrir ces joueurs. Donc si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner. Et puis je vous dis à très bientôt.